Marc Quentin de Mindview. On va passer une petite heure ensemble avec notamment Monsieur Bardi. Je vais déjà vous remercier, Monsieur Bardi, d'avoir accepté de témoigner, de partager avec vous vos connaissances sur le mind mapping notamment, et puis sur aussi votre usage du mind mapping et de notre logiciel Mindview. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de présenter la théorie du mind mapping, ses usages, ses intérêts dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et on va essayer de montrer, je vais essayer de montrer notamment que quand le mind mapping est couplé à notre logiciel Mindview, ça permet à des utilisateurs comme des enseignants, des chercheurs, des étudiants, même du personnel administratif, d'exploiter toutes ces capacités, toutes ces idées, toute cette information qu'on a à gérer, et puis aussi de gagner en efficience. Et c'est ce que je vais essayer de montrer moi personnellement, comment ce gain d'efficience et passe par l'utilisation de fonctionnalités logicielles que nous, on a développées spécifiquement pour le secteur de l'enseignement et de la recherche via notre logiciel Mindview. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Mindview, sachez que c'est un logiciel qui a été mis en place déjà aujourd'hui par plus de la moitié des universités au Royaume-Uni, Cambridge, Imperial College, pour citer les deux que j'ai en tête. En France aussi, on a que ce soit des IUT, des IAE, des unités de formation, des laboratoires de recherche qui peuvent être attachés, peu importe la spécialité, à l'INRAE, l'INSERM, le CNRS, CEA, etc., ont mis aussi en place Mindview. Donc, on devient un peu, on essaie de devenir en tout cas, mais on sent que ça vient aussi un peu comme un Réuni, devient un peu un outil de référence. Voilà, et une méthode de référence pour les enseignants, les étudiants, les chercheurs, donc pour la gestion de projet, pour la réalisation d'articles et la mémoire, la réalisation de mémoire notamment. Et donc c'est pour ça que on s'est dit, pour essayer de partager cette, c'est ce succès qu'on a auprès d'enseignants-chercheurs, on va essayer de trouver une personne qui peut le témoigner et puis partager ça. Et c'est pour ça que M. Bardi a bien voulu témoigner aujourd'hui. Donc, je vous remercie encore. Et donc, je vais vous laisser maintenant la parole, vous laisser évidemment vous présenter, puis animer cette conférence. On fera aussi un petit moment, vous verrez tous, un petit exercice, M. Bardi et moi, où on va créer une carte mentale, utiliser le mind mapping ensemble, et je vous montrerai aussi le logiciel et des spécificités que l'on a développées donc, pour le secteur de l'enseignement. Donc je vous laisse la parole, Monsieur Bardi, pour la suite. Merci, merci Monsieur Quentin. Oui, Mindview comme référence, c'est pour cette raison d'ailleurs que j'accepte votre invitation, parce que je considère en effet, et avant même que nous connaissions, que Mindview devait être considéré comme un outil de référence lorsqu'on parle de carte mentale digitalisée. Je suis ingénieur et docteur de formation, ingénieur santé. Je fais ma carrière dans la recherche clinique et je fais de la recherche dans la gestion des systèmes d'information appliqués à la sûreté pharmaceutique, à ce qu'on appelle aujourd'hui la pharmacovigilance et ce qui va évoluer vers le paradigme de la sûreté. Ce qui nous amène à des réflexions sociopolitiques sur les organisations. C'est pour ça que vous voyez apparaître un logo qui s'appelle Bootcamp by Intelligence in Life. Donc, je dirige une fondation qui s'appelle Intelligence in Life pour un développement clinique durable et dans laquelle nous nous intéressons en particulier, comme dans tous les domaines sensibles, c'est-à-dire les domaines industriels qui engagent la vie humaine dans le processus, qu'on appelle les organisations hautement fiables, l'impact du facteur humain sur la fiabilité. Donc, nous parlons de fiabilité organisationnelle et donc nous organisons au travers de ces bootcamps Intelligence in Life des séminaires de formation intensive sur les soft skills qui sont nécessaires à l'émergence, donc les compétences non techniques en bon français, qui sont nécessaires à l'émergence des compétences techniques. Donc j'enseigne également dans une école de sciences politiques à Paris, également au Paul Vinci, l'école EMLV, école de Business School du groupe Paul Vinci, et à l'université de Montpellier. Donc tout ça pour vous dire que l'emploi de cet outil m'est extrêmement utile dans les différents secteurs du jeu qui concernent l'intelligence in life, c'est-à-dire la recherche clinique, opérationnelle, l'enseignement, la recherche et bien au-delà, vous le verrez, puisque à la fin de cette présentation, nous vous présenterons un management de projet Intelligence in Life sur des machines. Donc, slide suivante.
Alors, tout commence avec l'Homo paléo, hein, l'Homo erectus, car nous sommes ses dignes héritiers sur un plan cognitif. C'est-à-dire que notre cerveau, dans l'évolution de l'être humain, s'est fait en particulier dans des environnements hostiles, des environnements où la nourriture était en faible abondance, et donc dans un environnement où il fallait aussi se prémunir des prédateurs. Donc le cerveau humain et son fonctionnement, et particulièrement sa mémoire, a été conçu, s'est développé dans un environnement où il était essentiel de repérer des formes, des objets, des vitesses, des couleurs, pour pouvoir appréhender son environnement de la meilleure façon possible, pour se protéger, pour se défendre et se nourrir. Et il se fait que les 15 000 dernières années d'évolution depuis le néolithique, qui nous amènent à aujourd'hui, n'ont pas tellement modifié nos structures mentales. Et donc, vous voyez, on passe d'un être humain qui est finalement, qui évolue dans un environnement très pratico-pratique, qui essaye d'indexer son environnement avec des catégories et des sous-catégories empiriques, et puis on arrive à l'homo sapiens sapiens qui lui manipule à peu près tous les jours comme vous, comme nous, profession intellectuelle, des concepts. Et là est la première difficulté. Donc le cerveau humain n'est pas immédiatement fait pour appréhender des idées abstraites et des concepts. Slide suivant. Voilà, donc ce qui fait que par exemple une méthode très ancienne pour développer la mémoire, qui est bien connue des comédiens, des joueurs de théâtre, hein, c'est la méthode dite des loci. Alors, on dit un locus, des loci en latin, le lieu, donc la mémoire des lieux. Finalement, le cerveau humain, le cerveau d'Homo paléo est très apte à mémoriser des lieux, à visualiser des lieux. Et donc, cette technique du palais de la mémoire, connue depuis Simonide de Céos, hein, dans l'Antiquité, était une méthode de mémorisation basée sur la mémoire des lieux, c'est-à-dire transformer des concepts en des lieux, en des formes, en des objets. Slide suivante. Voilà un palais de la mémoire. Donc c'est un palais imaginaire. Donc vous voyez, nous sommes invités donc à créer notre propre palais de la mémoire avec ses pièces, avec ses halls, avec ses baldaquins, avec ses tiroirs, ses bibliothèques. Vous pouvez imaginer que ce qui est derrière moi, la bibliothèque, est en soi-même un palais de la mémoire que je vais organiser pour pouvoir retrouver les ouvrages et les idées que je recherche dans un environnement physique. Slide suivante. Ainsi donc, on peut tout à fait architecturer ce palais de la mémoire en utilisant les aires visuelles, auditives, le cortex préfrontal, mais aussi ses émotions, le cerveau reptilien, sur lequel je reviendrai un peu plus loin, pour architecturer sa propre mémoire et venir positionner les concepts et venir positionner les idées et les contenus conceptuels, donc difficiles à mémoriser, dans un espace géographique. Michel Foucault dirait une hétérotopie, dans un lieu d'ailleurs, dans un lieu d'imagination, mais en tout cas une représentation spatiale et temporelle compatible avec le fonctionnement de notre cerveau hérité d'Homo erectus. Slide suivante. Donc ce cerveau, de façon schématique et très rapide, hein, fonctionne avec une partie dite reptilienne, donc un cerveau qu'on dirait automatique, qui permet de maintenir notre homéostasie, c'est-à-dire le fonctionnement naturel de l'organisme qui gère les fonctions cardiaques, respiratoires, digestives, sans que nous y prêtions attention. Donc ce cerveau reptilien, c'est aussi la base du cerveau limbique, donc le cerveau de nos émotions, des sensations, qui va aussi nous alerter lorsque l'environnement change, comme avec Homo erectus, et cette dimension du stress que nous appelons le stress, qui est en réalité le syndrome général d'adaptation, lui aussi est hérité de cette époque de l'Homo paléo dans lequel le moindre mouvement, la moindre variation d'environnement était interprétée comme une menace potentielle. Donc nous avons gardé de façon vestigiale ces caractéristiques. Il y a un cerveau cognitif, donc plutôt la partie avant du cerveau, le cortex préfrontal, et puis nous avons des aires qui sont plus liées à la dimension sociale, à la reconnaissance des visages, des aires auditives qui sont aussi reliées à notre orientation spatiale. Donc ces cerveaux évidemment se parlent, et vous allez voir, nous avons également, nous pourrons dire, sans usurper le concept, nous avons bien deux cerveaux. Nous avons un cerveau droit, un cerveau gauche. Slide suivante. Et dans la théorie de Sperry, donc, il nous parle de ces deux hémisphères. Le cerveau a deux hémisphères, mais trop souvent, le système éducatif, depuis Jules Ferry, vous savez, fonctionne comme s'il n'en avait qu'un seul, c'est-à-dire celui lié aux mathématiques, à l'écriture, aux abstractions, alors que les deux sont inséparables pour le développement harmonieux de l'esprit et du corps, sachant que le deuxième partie du cerveau est un cerveau plutôt basé sur l'imagination, sur la créativité,
qui était très utile d'ailleurs pour Homo erectus, puisque ça lui permettait d'imaginer les devenirs possibles. La dimension du rêve, sur laquelle je reviendrai avec les ondes cérébrales, le rêve ou le cauchemar est en réalité une simulation que le cerveau nous propose pour nous préparer au pire ou au meilleur. C'est donc une préparation aussi à l'action, et donc ça se passe dans le cerveau plutôt gauche, c'est le cerveau lié à l'imagination. Slide suivante. Donc, ce qu'a découvert Roger Sperry, c'est que ces deux cerveaux, donc le lobe droit et le lobe gauche du cortex cérébral, évidemment, sont latéralisés. Vous savez, quand quelqu'un a un accident vasculaire cérébral, il peut être hémiplégique. Donc, ces deux cerveaux, évidemment, contrôlent chacun une partie du corps et de façon chiasmatique, c'est-à-dire que ça se croise. Si mon cerveau gauche est atteint, c'est ma partie droite du corps qui sera touchée. Mais en réalité, ces deux cerveaux se parlent aussi. Il y a des chiasmes, on a des chiasmes, c'est-à-dire des connexions partielles qui se font entre les deux parties de ces cerveaux. Donc, le cerveau droit et le cerveau gauche se parlent en permanence, mais pas dans n'importe quelle condition. Et c'est là que nous entrons dans l'intérêt des cartes mentales, car les cartes mentales vont nous permettre simultanément de laisser s'exprimer le cerveau droit et le cerveau gauche. Donc un cerveau plutôt basé sur le rationnel et la mathématique, et un autre cerveau qui est plutôt imaginatif et créatif. C'est ce que nous voyons à l'écran. Vous voyez, on tente de découper le chiasme, donc ces deux cerveaux qui sont reliés par des neurones qui vont évidemment permettre aux deux cerveaux de se synchroniser. Slide suivante. Voilà, donc vous avez cette théorie des deux hémisphères, alors qui est un peu ancienne, hein, qu'il faudrait rafraîchir, mais qui nous dit que, vous voyez, on a un cerveau droit, un cerveau gauche, donc un cerveau qui est plutôt analogique, spatial, synthétique, intuitif, global, il y a l'imagination, la créativité, donc qui fonctionne par analogie ou par intuition et qui délivre des compétences d'imagination, de créativité, puis un autre cerveau qui lui est plutôt digital, linéaire, analytique, logique, qui va dans les détails, dans son fonctionnement et qui va nous permettre donc d'acquérir les compétences du langage, des mathématiques, l'abstraction, c'est-à-dire précisément ce que j'évoquais tout à l'heure, ce cerveau qui est développé par l'école depuis Jules Ferry. Peut-être en laissant, mais je sais qu'évidemment il y a des innovations hein, dans le domaine de l'enseignement, mais peut-être qu'il a laissé pendant trop longtemps un peu de côté l'autre partie du cerveau, alors que les deux parties peuvent fonctionner ensemble, y compris quand on fait des mathématiques. J'ai eu la chance de rencontrer Cédric Villani, le mathématicien, qui est quelqu'un qui a beaucoup utilisé son imagination pour développer ses propres théories. On pense à Einstein aussi, qui a développé l'imagination depuis son plus jeune âge comme base de ses théories mathématiques. Slide suivante. Donc voilà, donc un cerveau droit qui sera plutôt lié aux activités créatives, la musique, le sport, l'intuition, et puis le cerveau gauche, donc qui sera plutôt consacré à des activités plus académiques, qui sera plutôt mathématique, déductif, logico-déductif, inductif, etc. Et alors, bien sûr, on va me dire, il y a des gens qui sont plutôt l'un et plutôt l'autre. On voit bien des personnalités qu'on va dire artistiques ou des personnalités qu'on va dire plutôt rationnelles, qui sont des préjugés en réalité. Quelle que soit la catégorie de ces personnes, elles font bien fonctionner les deux catégories de leur cerveau. Les deux cerveaux fonctionnent bien ensemble, mais peut-être avec des prédispositions ou des potentialités différentes. Slide suivante. Et donc, on vient à ce point nodal, je crois, de ne pas opposer, comme vous l'avez compris, que je veux vous le faire passer, ne pas opposer créativité et abstraction. Dans le sens où la plupart des grandes théories du XXe siècle sont inimaginables d'ailleurs. Hein. Si on parle des trous noirs, si on parle de l'antimatière, de Paul Dirac, d'ailleurs les trous noirs, même Albert Einstein qui les avait découverts dans sa logique mathématique, n'y croyait pas. Donc si vous voulez, la question de l'abstraction et de la créativité sont des choses qu'il ne faut pas opposer. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des choses qui nous paraissent totalement folles et en réalité, on peut se rendre compte que rationnellement, on peut retrouver des choses qui y ressemblent. Et dans la nature, par biomimétisme, on retrouve beaucoup de ces catégories-là qui relèvent de l'impensable et qui pourtant, scientifiquement, peuvent très bien se démontrer. Donc si notre cerveau s'est développé de cette façon-là, c'est qu'il y a des raisons et que donc il y a de bonnes raisons de le faire travailler ensemble et c'est tout l'intérêt des cartes mentales et du logiciel MindView en particulier. Slide suivante. Donc, donc dans la créativité, l'idée c'est de structurer du complexe, c'est-à-dire arriver à faire jaillir une idée qui est incertaine, complexe, qui est inattendue, qui peut paraître absurde, mais en tout cas qui existe. Et donc on va l'utiliser. Slide suivante.
Donc le principe de la carte mentale, c'est celui-là. C'est Tony Buzan qui a cherché à optimiser les possibilités cérébrales et la mémoire en particulier, comme j'en ai parlé, qui a bien compris qu'en stimulant les deux parties du cerveau, on pourrait aborder une nouvelle dimension de complexité. Et plutôt que d'avoir un cours présenté sur un cahier, de façon linéaire, on pourrait tout à fait représenter un cours de façon cartographique, de façon synthétique, pour pouvoir être plus réactif aux questions des élèves, par exemple. Hein. Moi-même, j'ai utilisé MindView, on pourra voir cette fonction, j'imagine, avec Marc-Quentin tout à l'heure, la possibilité de transformer une carte mentale, un cours en carte mentale, en HTML, c'est-à-dire sous la forme d'un site Internet directement. Donc, on peut naviguer dans un site Internet comme on le veut. C'est-à-dire que le cours, à ce moment-là, peut être totalement interactif avec les élèves et non plus linéaire comme on le voit dans un PowerPoint, bien que la fonction PowerPoint existe aussi dans MindView. Slide suivante. Encore une fois, donc il s'agit de dessiner l'information, c'est-à-dire de lui retrouver cette dimension spatiale, retrouver donc l'aptitude du cerveau originel de notre Homo paléo, ne pas le sous-estimer, cet Homo paléo, il avait des capacités d'analyse de son espace très importantes, donc retrouver sur une représentation graphique une spatio-temporalité. Je dis bien spatio-temporalité car vous allez le voir, même si les réalités sont représentées de façon cartographique sur la map, on va pouvoir ensuite dynamiser et introduire la dimension temporelle avec la gestion de projet. Slide suivante. Donc la méthode, on va le voir, hein, je passe très rapidement parce que Marc-Quentin sera beaucoup plus loquace que moi sur ces sujets, mais au centre, le concept qui nous intéresse et qui va pouvoir varier. Je vais pouvoir même, en cours de construction de la map, je vais pouvoir changer le centre et ça va architecturer tout le reste automatiquement. Je peux ajouter intuitivement des branches principales et des branches secondaires qui vont constituer d'ailleurs, vous allez le voir, le chapitrage d'un document si on veut faire un document et trouver des symboles et des images qui vont mieux penser, qui vont mieux mobiliser les idées que les mots. De la même façon que pour Homo Paléo, les réalités visibles étaient plus tangibles que les réalités qu'il pouvait écrire ou dessiner peut-être sur le sol de sa caverne. Slide suivante. Donc le tracé, retrouver le tracé de l'auteur. Slide suivante. Chacun va pouvoir exprimer aussi sa créativité sur une carte mentale. Certains vont la dessiner comme ceci, avec des crayons de couleur. Pensez que retrouver le papier, retrouver la matérialité d'une carte mentale, c'est également très important. On peut commencer par tracer l'esquisse de cette façon, avec des crayons de couleur ou de l'encre ou une plume sergent-major, pourquoi pas, et puis ensuite aller vers le système digital. Rien ne s'y oppose. Slide suivante. Donc là, Monsieur Bardi, ce que je vous propose, c'est de faire le petit Oui, exercice en direct pour montrer comment concrètement construire une carte mentale. J'avais, et peut-être que ça vaut le coup de partager votre anecdote où récemment on vous a sollicité, je crois, pour l'écriture d'un article. oui, je peux d'ailleurs, je l'ai sur mon bureau parce que je suis en dernière lecture. Je ne sais pas si on me voit encore parce que mon image est figée sur la cam. J'ai l'impression que je n'ai plus la cam, mais en tout cas, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que on m'a sollicité il y a un peu moins d'un mois, il y a 3 semaines, pour écrire un article dans la revue politique et parlementaire, hein, qui est une revue assez sérieuse, donc où il faut faire des écrits relativement tenus et compréhensibles sur des concepts politiques. Et on m'a demandé cela il y a 3 semaines. Donc, si je n'avais pas eu la ressource de la carte mentale et de MindView en particulier pour mobiliser rapidement des écrits déjà existants pour les réagencer sous la forme d'un article, j'aurais répondu non à la commande. Or, je Mhm. savais que j'avais MindView et j'ai pu très rapidement dire oui. Et une semaine plus tard, je pouvais déjà envoyer la caténaire, c'est-à-dire la carte mentale abrégée pour dire au rédacteur en chef si ce plan lui convenait. Il lui a convenu et aujourd'hui, l'article est finalisé 3 semaines après, alors que vous imaginez bien, je n'ai pas eu que cela à faire. Et donc, je dirais que grâce à MindView, j'ai pu répondre à une commande qui pour moi est importante parce que c'est un lectorat qui m'intéresse, alors que sans la carte mentale et sans MindView, j'aurais répondu non. Mhm. Ah, bon, c'est super. Parce que ce que j'ai mis à l'écran, normalement, vous devez voir, j'ai lancé le logiciel MindView, donc c'est un logiciel qu'on installe sur un poste. Et là, quand on arrive, on a ces différentes vues. Donc, cette vue carte mentale, MindMap, c'est celle-ci. Donc, je vais la lancer. Euh, et on va construire une carte mentale en direct pour vous montrer que c'est simple, c'est facile à faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la racine. Donc, c'est là où je vais mettre le nom de alors l'article ou
du projet ou du mémoire que je souhaite traiter. Donc je tape ce que alors je l'ai sous les yeux de cet article en question que vous expliquez. Et donc on commence quelque chose de nouveau et là je vais pouvoir noter toutes les idées. Donc juste en appuyant sur Entrée au niveau de mon clavier, je vais pouvoir noter des idées un petit peu en vrac. Est-ce que Monsieur Bardi vous peut-être m'en glisser quelques-unes à l'oreille? Oui, bien sûr. Alors pour l'instant, effectivement, il y a ce préambule, hein, il y a voilà, l'avant-propos. Ensuite, on parle des approches théoriques. À l'intérieur des approches théoriques, hein, pour montrer comment on fait une sous-branche, peut-être, on va Ouais, trouver la TNI, TNI, j'appuie sur qui est la théorie néo-institutionnelle. Donc voilà, on voit que et on va retrouver aussi la gouvernance polycentrique. Donc voilà, une deuxième branche. On pourrait dire aussi que dans ces gouvernances polycentriques, on va retrouver des ONG. Alors, par exemple, encore une sous-branche. Mhm. Euh, Voilà, je peux continuer, j'ai d'autres, voilà, on peut continuer. j'imagine. Euh, donc tout simplement, j'appuie sur Entrée, Intelligence, je mets une idée, j'appuie sur Entrée, je mets une idée, avec voilà, la possibilité de noter ça un petit peu en vrac, et à n'importe quel moment, lorsque on a envie de restructurer ses idées, on peut le faire en glisser-déposer. Donc je peux prendre une branche, clic gauche, et restructurer, réorganiser ses idées assez facilement juste avec le clic gauche, ce qui sur une feuille de brouillon, dans Word, un PowerPoint n'est pas simple. Donc juste voilà, j'appuie sur Insert ou Entrée, c'est les boutons qui sont là-haut, branche et sous-branche. Une petite fonctionnalité que j'ai vu que vous aviez utilisée, puis je pourrais ouvrir votre exemple après, c'est la numérotation. Et ça, c'est une fonctionnalité aussi, quand je parlais de fonctionnalités spécifiques pour on va dire l'enseignement, la recherche, c'est une qu'on a intégrée, puisque quand vous faites des plans de mémoire, d'articles, de cours, de projets, bah, on a besoin d'avoir à un moment donné cette hiérarchie, cet ordre de lecture. Donc juste avec ce bouton, euh, voilà, sans s'embêter trop avec une table des matières, par exemple, bah, juste ça va numéroter toutes les branches dans le sens aiguille d'une montre en commençant par midi. Et si euh, on continue d'ajouter des idées, de les restructurer, vous avez vu la numérotation continue à se faire automatiquement. Donc déjà pour jeter ces idées sur le papier, les structurer, et hiérarchiser, voilà, on va le faire très facilement, d'où aussi ce gain de temps avec branche sous branche numérotation. Je vais juste ouvrir le plan hein, que vous m'avez partagé, Oui, complet, ce qui me permettra d'illustrer aussi euh, euh, plus de choses, notamment donc après euh, dans une carte mentale, vous allez pouvoir donc la compléter. Donc ça, c'est le plan global, hein, vous avez vu que j'ai ouvert. Donc ce qui est pratique aussi avec les cartes mentales, notamment des plans qui commencent à être un petit peu conséquents. Dans un Word, on a du mal à avoir cette vue globale. Là, on va pouvoir avoir cette vue globale du plan facilement. En ouvrant et fermant les branches, on pourra laisser ouvert à l'écran que les parties qui nous intéressent, par exemple, qu'on a envie de travailler, et aussi pour compléter cette carte, puisque vous allez devoir rédiger ces parties, taper un petit peu de texte. Donc là, sur n'importe quelle branche, on va pouvoir compléter ce plan. Donc, par exemple, je me mets sur Introduction, c'est encadré en bleu. Et là, avec note de texte là-haut, juste à côté de branche et sous-branche, c'est un espace où là, vous allez pouvoir rédiger. Donc là, après avoir fait ce plan, ou même en même temps, on va pouvoir ajouter de l'information. Donc je vais ajouter un petit bout de texte que j'ai sous les yeux. Euh, voilà, se concentre. Et donc c'est quelque chose qu'on peut faire voilà, seul, en réunion de travail, dans d'autres cas de figure, dans des projets notamment. Et dans cet espace-là, on va souvent retrouver la description hein, des parties. Euh,
On va retrouver la description de résultats, par exemple, dans le cadre de projets. On va retrouver des informations importantes qu'on veut conserver pour des questions de traçabilité à retrouver plus tard. Voilà, et donc dans cet espace-là, on peut mettre beaucoup d'informations. Ce n'est pas un petit commentaire basique. Et euh, une fonctionnalité aussi pour revenir sur ces parties, pourquoi spécialement dans l'enseignement c'est utilisé, c'est qu'on a intégré la possibilité de gérer vos sources bibliographiques dans MindView. Donc là-haut, si vous voyez, j'ai un petit bouton citation et j'ai la possibilité soit de lister mes sources manuellement. Donc là, je vais taper le nom de l'ouvrage, de l'article, les informations qu'on doit mettre, le code ISBN, etc. Soit je peux le faire manuellement, si j'ai envie de le faire à cet endroit-là, pour éviter d'avoir utilisé un autre outil, hein, comme Zotero, Mendeley ou autre. Si vous utilisez Zotero, Mendeley, pardon, on a une intégration avec ces outils qui va vous permettre d'importer vos sources. Là, je suis en train de le faire pour Zotero, vos sources dans votre document MindView. Donc là, je récupère certaines sources que j'avais. Et après, pour citer un paragraphe de texte, une partie, je peux l'ajouter ici, la citation. Donc, comme tout à l'heure, insérer citation maintenant. Je vais choisir la source, le numéro de la page où j'ai trouvé cette partie-là et l'intégrer. Donc, vous pouvez aussi, dans vos articles, dans les mémoires, donc les étudiants aussi utilisent MindView maintenant, gérer ces sources bibliographiques, les intégrer dans votre mind map. Je ne sais pas si M. Bardi, ça vous l'avez fait dans certains documents ou pas encore? Alors la bibliographie, pas encore, mais en effet, ça m'intéresse beaucoup de pouvoir télécharger le fichier BibTeX qui est dans Mendeley, puisque j'utilise Mendeley. Et effectivement, ça D'accord. va faire partie des prochaines fonctionnalités que j'ai à cœur d'utiliser, Ok. que je n'ai pas utilisé pour l'instant parce que j'éditais aussi par ailleurs avec du latex un peu plus Mhm. éditeur, on va dire. Mais oui, grâce à vous, et on s'est rencontrés sur le salon EduTech, vous m'avez fait part de cette fonctionnalité. Et oui, je vais l'utiliser très prochainement. Donc, je suis très intéressé par cela parce qu'évidemment, c'est très important pour les élèves et les enseignants de Mhm. respecter les normes de bibliographie, c'est essentiel. D'accord. Dans votre carte mentale aussi, comme c'était indiqué dans l'aspect théorique, vous pouvez intégrer des images. Donc pour intégrer ces visuels, qui vont aider la mémorisation, la compréhension de l'information. Donc peut-être quand vous êtes plus en train de préparer peut-être un cours, notamment, vous pouvez intégrer vos propres images, donc avec images intégrées là-haut et en allant chercher votre image. Ou alors on a une bibliothèque d'images qui sont intégrées au logiciel que vous pouvez voilà, faire glisser dans les branches juste en glisser-déposer. Donc voilà, intégrer ces petits visuels. Donc voilà, souvent les visuels sont aussi utilisés euh, lorsqu'on s'appuie sur MindView comme support de présentation. Autre chose qu'on peut mettre dans cette carte mentale, dans MindView, c'est de vous aider à organiser tous les documents annexes que vous avez utilisés, que vous allez présenter, sur lesquels vous voulez revenir dessus. Pour les retrouver rapidement, vous pouvez les mettre au bon endroit dans votre plan avec objet. Donc là-haut, vous avez vu comme une pièce jointe dans un email, je vais pouvoir aller chercher le document. Donc j'ai un petit document PDF, un article sur ce sujet-là, je l'intègre. Donc, ce qui permet, pareil, quand vous allez vouloir revenir dessus, le lire, l'ouvrir, il est disponible ici. Vous n'avez pas besoin d'aller rechercher dans vos dossiers, sous-dossiers. Voilà, on retrouve ce document ici. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel type de document et autant de documents que vous voulez dans les branches. Toujours pareil aussi dans ces travaux de recherche, vous allez en ligne, vos étudiants vont en ligne, on trouve un article intéressant, on peut ici euh, euh, copier l'URL du site qu'on a trouvé qui est intéressant, CTRL-C, revenir dans sa carte mentale MindView et là avec hyperlien, conserver ce lien, toujours pareil, pour centraliser cette information, la retrouver. On va mettre article, voilà. Et en dessous, je colle l'URL de site et pareil, ce lien sera conservé
dans la carte mentale à l'endroit sur lequel j'étais. Donc, faciliter ce démarrage, générer ses idées en utilisant toutes ses capacités. Ensuite, intégrer du contenu associé, images, notes, gérer les citations, puis les documents, les liens vers des pages web. Et donc, quand ce travail est fait et que vous avez besoin de remettre à des collègues, des étudiants, des parties prenantes du projet, un partenaire, dans un format standard, tout l'intérêt de MindView ici, ça aussi, c'est une des fonctionnalités propres que l'on a pour les enseignants et les étudiants, c'est la capacité à exporter vers Word ce travail. Pareil, l'objectif ici, c'est de vous faire gagner du temps, d'éviter de recopier des brouillons, reprendre une photo d'un tableau pour remettre au propre. Je vais juste exporter en faisant fichier, exporter Word. Je vais juste exporter ma carte mentale MindView vers un format. Donc, il y a différents formats, hein. Vous pouvez utiliser vos propres modèles aussi ici. Et là, une de nos forces aussi à cet endroit-là, c'est la possibilité de générer automatiquement la bibliographie en se basant sur les modèles standards que vous devez connaître ou vos propres styles et d'exporter. Donc ce MindView, ce qu'il va faire, il prend votre travail et l'exporte dans un document Word. Alors j'ai un deuxième écran, ah bah non, vous allez le voir tout de suite, parfait. Vous allez voir ce travail, voilà, maintenant sous Word. Voilà, sans avoir perdu de temps à recopier, à mettre au propre, sans s'être voilà, trop embêté avec la création de cette table des matières. Voilà, elle s'est créée automatiquement, c'est une vraie table des matières. Si vous descendez, on retrouve ici notamment la bibliographie et tout ce que vous aviez mis au fur et à mesure dans les branches, les images, j'ai mis quelques images, le texte que j'avais tapé, dans l'introduction, on le retrouve ici, la source, le lien vers les documents, le lien vers l'URL. Et si je descends, je retrouverai cette section bibliographique avec les 3 références que j'avais intégrées. Donc ça, c'est voilà, un des usages et un des intérêts de MindView sur la construction d'articles, de cours, de mémoires, de thèses. C'est ce qu'on voit aujourd'hui chez nos utilisateurs universitaires. Ce que je vais voir, il y a quelques questions, donc je vais regarder et je vais lancer tout de suite un petit sondage. Ce qui m'intéresse là un petit peu à chaud, est-ce que vous voyez l'intérêt d'utiliser déjà MindView dans ce cas de figure, c'est-à-dire articles, mémoire, cours par exemple. Donc vous devez avoir un petit sondage qui apparaît à l'écran. Alors je vais vous réexpliquer. J'ai une question, où trouver la numérotation? C'est dans l'onglet accueil, numérotation, pour une des questions qu'il y a ici. Onglet accueil, numérotation. Alors, une question d'Anthony, est-ce que c'est compatible avec d'autres logiciels de traitement de texte? Oui, comme LibreOffice. Donc oui, vous n'avez pas besoin d'avoir Word. Si vous avez LibreOffice, ça fonctionne. On crée un docx. Les normes de citation, donc Angélique demande la possibilité de choisir la norme de citation. Il y a plusieurs normes qui sont choisies, que vous pouvez choisir, que j'ai montré à un moment de l'export. Voilà, si vous avez peut-être une norme à Marc? m'indiquer, comme ça je peux regarder. Oui, allez-y. Oui, alors celle qui est couramment utilisée en Europe, en tout cas en Occident, dans le milieu académique, c'est la norme APA, American Publication Ouais, Association, style APA, ouais. dans laquelle on va retrouver dans le corps du texte, entre parenthèses, le nom de l'auteur, virgule, l'année, et puis sur la table bibliographique, le Mhm, nom, l'année, puis le détail. mhm. Donc C'est le dans style les APA. styles ici, ouais, APA. voilà, c'est la première d'ailleurs dans la Ouais, liste. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Est-ce que mon écran est revenu au niveau de oui. MindView? Ouais, voilà. APA, c'est
C'est la American première. Publication Association, c'est ce Ouais. qu'il a pas, c'est le plus utilisé Ok. en Occident. Ouais, donc on l'a, elle est intégrée, ouais, dans les options. Merci en tout cas pour vos retours par rapport à ce sujet-là. Ce que je voulais juste montrer au passage euh, sur cet exemple, c'est un exemple d'un étudiant là, puisque alors certains d'entre vous, vous devez peut-être piloter, suivre, tutorer la réalisation de mémoire peut-être. Euh, je vais vous montrer un exemple qui nous a été donné, parce qu'on a, alors ça, c'était d'une école d'ingénieurs. D'ailleurs, voilà, on a des écoles d'ingénieurs aussi qui l'utilisent. Maintenant, on a les ponts et chaussées. J'ai salué, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient là. Voilà, donc pour l'élaboration d'un plan. Moi, j'aurais bien voulu avoir ça en tant qu'étudiant parce que j'avais eu beaucoup de Moi difficultés à faire aussi. mon plan de mémoire d'école d'ingénieur où on faisait plein d'échanges avec mon tuteur par email, dans du Word, qui avait la bonne version, restructurer le plan, c'était pas simple. C'était assez bloquant, assez frustrant. D'ailleurs, je me souviens encore, ça fait quand même quelques années, mais c'est peut-être sûrement 20 ans, mais d'avoir cette possibilité de générer ce plan visuellement, de voir les idées dans leur contexte, de voir les liens entre les idées, de restructurer, et grâce à cette numérotation automatique, de visualiser ce plan, c'est déjà vraiment un déblocage finalement, et puis de compléter au fil de l'eau, puisqu'en plus l'information, on la récolte un peu de façon non linéaire, un peu désorganisée. C'était, c'est, je pense, un vrai plus pour vos étudiants aussi. Euh, Sachant, alors j'ai vu qu'il y avait la question de Marie-Hélène. Donc oui, on peut, concernant le travail collaboratif, sachez que vous pouvez partager les fichiers MindView à des collègues, à des étudiants, et vous pouvez à plusieurs personnes en même temps modifier, travailler sur ces documents MindView. Donc, on peut imaginer un étudiant partager avec son tuteur, par exemple, euh, son projet de mémoire, et puis vous y accédez quand vous voulez, vous prenez des notes, mettez des commentaires, vous ajoutez des idées, des sources, par exemple aussi, des infos, voilà, sans avoir à s'envoyer plein d'emails et en gardant ce format de travail assez simple. Euh, je propose de prolonger maintenant votre intervention, Monsieur Bardy. Je vais remettre à l'écran normalement votre PowerPoint, c'est ça? Donc c'est un peu une synthèse. Pourquoi la carte mentale est efficace? Oui, parce que précisément, elle délinéarise le cours et l'aspect textuel hein, et l'analogie qui se passe dans une lecture analogique, c'est une lecture linéaire. On arrive à une dimension plus synthétique. On voit la carte, on voit la carte, on voit le territoire et on peut la lire de façon globale, mais on peut aussi retrouver de la linéarité. C'est ça l'avantage, c'est qu'on a à la fois la vision panoptique, hein, c'est-à-dire la vision complète, qui effectivement permet aux deux hémisphères cérébraux de travailler, mais on peut aussi ensuite revenir, comme vous l'avez montré, sur du Word, sur du PowerPoint ou même de l'HTML, on peut revenir sur des formes plus classiques. Mhm. Je voulais dire par rapport à l'article qu'effectivement au départ j'ai fait une sorte d'entonnoir dans lequel j'étais limité. Alors le produit final est limité à 20 000 signes. Quand j'ai fait ma carte mentale et que j'ai fait télécharger sur Word, j'étais à plus de 60 000. Donc ensuite Mhm. la réduction du texte, je l'ai réalisé en effet de façon linéaire sur le Word, mais le premier travail a été fait sur la carte. Donc je veux dire aussi qu'elle favorise l'émergence de la nouveauté. On se laisse surprendre par ses propres évocations, par ses propres idées. La carte est heuristique. Heuristique, ça veut dire qu'elle apprend de nous et que nous apprenons d'elle. Il y a une véritable interaction avec cette représentation graphique et donc elle fait émerger des idées nouvelles, des idées enfouies. Et évidemment, elle permet aussi, je l'ai déjà dit, de renforcer l'ancrage mémoriel du travail parce que on manipule, littéralement manipuler, c'est la main. Donc l'intelligence de la main, c'est aussi que la partie du cerveau qui sert à manipuler la main, qui sert à la motricité de la main, c'est une zone très importante, très développée et qui est en relation avec toutes les autres. Donc dès lors qu'on manipule quelque chose, on va mieux mémoriser et on va mieux ancrer ses connaissances. Slide suivante. Et pourquoi elle est efficace? Je dirais même qu'elle est efficiente. Alors efficacité, c'est facile, hein. Je vais écraser un moustique, je prends un bulldozer, c'est efficace, mais c'est pas très économe. L'efficience, c'est donc obtenir le meilleur résultat avec le minimum de moyens et de temps. C'est ce que j'ai démontré tout à l'heure avec vous par rapport à cet article de la RPP. Je n'aurais pas pu accepter cette commande sans un moyen d'efficience tel que la carte mentale MindView.
Donc, elle permet aussi de débloquer quand on cherche des idées. Elle permet d'éviter le syndrome de la page blanche. Elle permet aussi de savoir si on n'est pas assez large dans sa réflexion. Elle permet d'élargir la réflexion et de travailler les points faibles. Et donc, s'appuie aussi sur l'utilisation à la fois visuelle et mémorielle, qui évidemment sont peut-être moins employées dans les pédagogies traditionnelles, mais je sais qu'effectivement, il y a des innovations pédagogiques qui viennent dans ce sens-là. Et ça permet aussi, par la voie collaborative, d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui la pédagogie inversée. Je le fais moi-même en cours. Hein. J'ouvre une carte mentale et au lieu de faire un tableau blanc linéaire, j'ouvre une carte mentale et j'interroge mes élèves et on construit ensemble la carte mentale et ça permet de stimuler aussi un effectif d'élèves. Slide suivante. Et enfin, et ça c'est, je dirais, la partie du travail en profondeur. On aborde là, alors, Deep Work, c'est un livre de Cal Newport, un chercheur américain, qu'on va retrouver sur Audible, c'est en livre audio. Le travail en profondeur, Deep Work. Donc, ces outils permettent aussi d'aller faire du travail en profondeur, c'est-à-dire quand on commence à vouloir écrire des ouvrages, sortir des papiers, faire de la recherche, de la créativité, c'est un outil qui permet de vraiment utiliser toutes ces capacités cognitives. Slide suivante. Pourquoi je parle de singularité? Je fais référence à un auteur bien connu, un auteur américain qui s'appelle Noam Chomsky, qui a démontré, outre la structure du langage, il a travaillé aussi sur la structure du pouvoir, ce qui n'est pas complètement étranger, vous l'imaginez bien. Et il a démontré, c'est là que je veux venir, la singularité du langage d'un cerveau humain. C'est-à-dire que chaque cerveau a son propre langage, un petit peu comme chaque ordinateur aurait son propre langage. Il a démontré que chaque structure cérébrale développe son propre langage interne et que ce que nous utilisons, ce que j'utilise avec vous aujourd'hui comme partie du langage commun, c'est une partie infime de tout ce que le cerveau peut dire dans son propre langage. Donc cet outil MindView en particulier permet d'aller chercher des évocations plus profondes et donc c'est ça la singularité, c'est sa blueprint, c'est son empreinte digitale. Vous allez pouvoir exprimer l'empreinte digitale de votre pensée, développer votre singularité éditoriale. Slide suivante. En utilisant bien sûr, on le voit, les 5 sens. On arrive à des dimensions très sensorielles, presque sensualistes, comme dirait Helvétius dans De l'esprit. C'est-à-dire que évidemment notre cerveau est fait pour capter l'environnement, comme je l'ai montré au début. Donc aller chercher aussi la partie émotionnelle d'une représentation au travers de couleurs, d'images, de sons que l'on peut tout à fait ajouter dans la MindView, ça permet d'élargir considérablement les capacités d'un cerveau humain à créer, pour aller stimuler des zones du cerveau qui ne sont pas habituellement stimulées par des artefacts, par des représentations classiques. Et ainsi donc être en véritable interaction avec son environnement, mais aussi avec ses collaborateurs et aussi avec ses élèves. Slide suivante. Donc voilà une autre façon de représenter une carte mentale. On peut, et slide suivante, parce que chaque pensée humaine, vous voyez, se représente de façon différente et on va le retrouver sur la carte mentale. C'est-à-dire chaque auteur va développer sa propre carte mentale. Partant d'une même idée, chacun va développer sa singularité créative avec MindView et puis donc être capable d'aller chercher au fond de soi ce que j'appelle moi les entreprises de soi. C'est un ouvrage que nous allons sortir avec Florian Mentionne, bien connu à Montpellier, qui travaille dans la ressource humaine. Nous sortons un ouvrage qui s'appelle Les entreprises de soi, dans laquelle nous parlons de la façon dont soi-même va entreprendre sa propre vie et un certain nombre de projets et comment donc on va pouvoir utiliser ces ressources personnelles pour singulièrement développer ses propres activités au plus près de ce que nous aimons, faire en sorte que nous n'ayons pas à travailler finalement, faire ce que l'on aime. Ce que je fais aujourd'hui avec Marc-Quentin, c'est ce que j'aime et donc ça ne me demande pas d'effort et j'ai vraiment grand plaisir d'être avec vous. Et donc là, je crois qu'on a un petit apax par rapport à ça, c'est que pendant Covid-19, effectivement, nous avons été confrontés, comme tout le monde, à la pénurie, à la difficulté, et comme nous sommes des acteurs de santé, nous nous sommes posé la question de savoir comment nous pourrions aider les soignants qui ne disposaient pas des matériels de protection individuelle. Donc, nous avons développé un projet, littéralement, d'imprimer des blouses de soignants, et c'est ce que nous avons fait. J'ai inventé, nous avons développé une machine à imprimer des blouses qui est brevetée aujourd'hui et qui a permis de produire des dizaines de milliers de blouses pour des hôpitaux. Et donc, nous l'avons conçu et planifié au travers de la carte mentale. Je donne la parole à Marc-Quentin. Ouais, ouais, là, c'était pour vous montrer aussi
comment, en se basant, après c'est basé sur les cartes mentales, vous allez pouvoir aussi rentrer dans des notions de planification de projet, planification d'action dans le temps, répartition du travail. Donc vraiment, euh, comment suivre et gérer un projet dans MindView. Donc là, la carte mentale sert, celle que vous avez à l'écran, hein, celle qui m'a été donnée par Monsieur Bardy pour ce projet, mais pour vos projets, donc vous décomposez ici votre projet en phases, en actions, en livrables, en tâches, donc toujours de façon visuelle, avec aussi l'insertion d'informations dans la carte mentale annexe au projet, et que quand vous allez avoir besoin de planifier ces activités dans le temps, les séquencer les unes par rapport aux autres, faire de l'ordonnancement, eh ben vous allez pouvoir, donc vous allez devoir faire un planning, en général, planning Gantt, et vous allez pouvoir le faire dans MindView. Et ça aussi, c'est une spécificité de MindView, c'est d'être en mesure de changer de vue, donc c'est une autre vue du logiciel, et visualiser votre projet dans une vue ici donc temporelle, une vue planning Gantt. Vous retrouvez voilà, votre projet avec le nom des tâches, les dates de début, date de fin et les informations, autres informations de projet, progression, ressources, coûts. Et maintenant, en glisser-déposer, pouvoir faire votre planning. Donc ça, c'est un peu notre quotidien, c'est-à-dire c'est des chercheurs, c'est des chefs de projet, parfois dans les entreprises, c'est des étudiants qui doivent faire ces plannings et qui les font dans des tableurs, souvent Excel ou dans des outils type Gantt Project, mais qui sont généralement un petit peu plus compliqués. Donc là, vous allez pouvoir, juste avec le clic gauche, élaborer voilà, votre planning de votre projet, voilà, très facilement, très rapidement, sans faire des coupés-collés de coloriage de cellules dans Excel, sans créer de trame. Vous pouvez le faire juste voilà, en glisser-déposer. Donc soit en faisant à droite comme je suis en train de le faire, soit à gauche en changeant les dates de début, les durées si vous souhaitez. Dans cette vue-là, donc faut bien comprendre, on est dans le même fichier MindView. Je reviendrai sur la carte mentale, c'est juste une représentation différente, avec aussi comme objectif de, pareil, pour gagner du temps, de ne pas multiplier les outils, de ne pas avoir un brouillon, puis un Word, puis un planning sur un Excel. On reste dans MindView. Donc on peut, et je vois que la question vient juste d'être posée d'ailleurs, intégrer, oui, le nom de personnes, donc que ce soit les parties prenantes du projet, mais ça peut être aussi des profils, hein, si vous êtes dans une phase où vous n'avez pas encore euh, identifié les personnes précisément, mais vous pouvez voilà, répartir après le travail dans cette partie-là. Vous pouvez ajouter aussi des notions de coûts aussi ensuite pour chacune des sections, et dans le suivi du projet, une partie progression. Donc vraiment facilement, sans changer d'outil, beaucoup plus facile que voilà, dans un tableur, souvent ou autre, vous pouvez créer votre planning de projet. Pour ceux qui sont un petit peu plus férus de planification et de suivi de projet, on peut afficher le chemin critique. On peut avoir un planning de référence pour avoir une comparaison à un moment donné du planning initial et du planning réel. Vous avez quelques rapports de projet aussi qui sont disponibles dans l'outil. Vous pouvez imprimer ce planning si vous avez besoin de le mettre dans un dossier de demande de financement ou pour l'envoyer pareil aux parties prenantes. Vous pouvez l'exporter en tant qu'image assez rapidement, mais vous avez vu très facilement pouvoir créer ce planning et vraiment à n'importe quel moment revenir sur cette vue carte mentale, puisque on est sur le même document. Donc je passe d'une vue à l'autre. Si dans un comité de pilotage de projet, par exemple, vous voulez pas forcément montrer un planning Gantt, mais passer en revue les différentes actions et avancements, vous pouvez très bien le faire dans cette vue-là, en intégrant sous les branches, comme je suis en train de le faire, les progressions, les états d'avancement. Vous pouvez aussi voilà, après faire un focus pendant cette réunion de copil. Comme ça, vous regardez à l'écran qu'une partie du projet et vous pouvez accéder aux documents annexes. Vous pouvez prendre des notes pendant cette réunion. Pareil, exporter vers Word si vous avez besoin d'avoir un compte rendu. Donc aussi pour suivre et gérer vos projets, c'est un usage, c'est aussi utile de mettre en œuvre MindView avec cette intégration euh, euh, carte mentale vers planning ou vers ligne de temps, qui est une autre vue de MindView, où là c'est un peu hybride entre
la frise chronologique qu'on a tous déjà vue et la partie planning Gantt. Donc ça aussi pour rendre compte, présenter, penser à cette vue ligne de temps aussi, voilà, sans avoir à recréer un support dans un autre diaporama ou autre. On reste dans MindView, on limite le nombre d'outils, on utilise juste la vue la plus appropriée. Alors je vois qu'il y a quelques questions, je vais y répondre. Je vais lancer aussi au passage un petit sondage, si j'arrive à mettre la main dessus. J'ai des questions par rapport au prix de MindView. Alors, MindView, c'est un outil payant. On a des tarifs éducation. Euh, le, euh, vous pouvez l'acheter en tant qu'un seul. Si vous avez des projets à gérer, vous voulez l'acheter que pour vous, ça commence à partir d'un utilisateur. Pour une personne, c'est 200 € par an par personne. Ça, c'est le prix pour une personne. Ensuite, il y a des prix qui sont dégressifs pour les universités. Quand vous voulez intégrer des étudiants, là, le prix va nettement baisser. Par exemple, il y a une offre lorsque vous voulez intégrer des étudiants pour 50 utilisateurs qui fait descendre à peu près à 30 € par personne le prix. Voilà, donc c'est très dégressif. Si vous voulez obtenir un devis, répondre si vous avez d'autres questions par rapport au prix, n'hésitez pas à le mettre dans la partie questions et on pourra voir ça ensuite. Ce qui m'intéressait, je lance un petit sondage, je vais voir s'il y a d'autres questions. Comment vous faites vos plannings de projet aujourd'hui? Comment aujourd'hui sont réalisés vos plannings de projet, si vous en faites? Donc un petit peu de... Donc soit Excel, tableur, Gantt Project, c'est un outil gratuit qui fait du Gantt, que du Gantt, de façon un peu limitée. Certains Microsoft Project peut-être, autres. Certains utilisent MindView, j'imagine, hein. Donc oui, pour répondre à une des questions. Alors Fabrice, oui, on a une version Mac de MindView. Tout ce que je vous ai montré là est disponible sur notre version Mac en français. Pour répondre à la question de Sylvie, MindView, donc il n'y a pas de version gratuite. Par contre, on a une version d'essai de 30 jours. Et vraiment, pour bien mesurer, je vous envoie d'ailleurs la version via la partie questions. Je vous invite à télécharger la version d'essai, elle est gratuite 30 jours, complète. Faites une carte mentale, mesurez la simplicité de faire le plan, je sais pas, de votre prochaine réunion, d'un article en cours, d'un projet. C'est la meilleure façon de bien comprendre l'intérêt aussi, c'est de tester. Donc d'ailleurs, et je pourrais vous inviter, on a une formation d'une heure. Donc si vous voulez venir 1 heure en formation la semaine prochaine, on a une formation d'1 heure. Vous pouvez vous connecter, manipuler avec un de nos formateurs, c'est gratuit. Je vous enverrai l'invitation, c'est mercredi prochain 14 heures. Je pourrais vous inviter à ça. Je vois que l'heure tourne. Hop, je vais fermer le sondage. Il doit apparaître à l'écran, voilà, si ça vous intéresse. Donc une bonne moitié Excel, c'est souvent ce qu'on retrouve. C'est un peu notre cas de figure. C'est vraiment, que ce soit en entreprise ou dans les universités, hein, c'est nos utilisateurs passent de Excel vers MindView, notamment pour cette intégration entre notre vue carte mentale et notre planning Gantt qui est très facile à créer. Donc en tout cas, merci beaucoup Yannick pour ce témoignage, ce partage Oui, d'informations. Peut-être que vous avez d'informations avant de oui, conclure. simplement pour les cadeaux de Noël, ouais, je veux venir. Ah Vous oui, avez vu passer donc j'ai deux propositions à faire. Donc pour c'est ceux super. qui gèrent des projets de financement de projets, je suis expert à l'Agence nationale de la recherche, donc je peux probablement accompagner certains de ceux qui font ça dans leur pratique. Donc, je vous propose qu'on se retrouve sur LinkedIn. Et puis, j'ai évoqué les bootcamps Intelligence Life. Donc, pour ceux qui veulent être accompagnés pour les soft skills, gestion du temps, optimisation du facteur humain, Mhm. euh, management, organisation. Donc, on fera passer un lien Calendly pour prendre rendez-vous pour une séance gratuite. Voilà, c'est mon Ah cadeau. ok. On va Ah se bah, parler face à d'accord. Pour face ceux avec qui ceux étaient. qui sont là Ah, ok. et qui veulent aller plus loin dans les soft skills. Ce sera avec plaisir.
D'accord, bon, on mettra ça dans l'email de synthèse qu'on vous enverra à tous. On vous enverra donc ce lien pour cet échange, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Voilà, ce sera avec Euh, plaisir s'il y a ça- des besoins pour la mémoire, le palais de la mémoire, la lecture rapide, Hmm, donc l'amélioration des pratiques managériales, je suis à l'écoute. d'accord, super. Bah, je vous envoie à tous cet email de synthèse.